Il y a du monde. Il y a du monde. Mais on n'entend rien. On n'entend rien à Bouchain. Rien. Alors, les amis, mes chers amis, mesdames, messieurs, les élus, mes chers amis, mes chers camarades, bienvenue à Bouchain, capitale de l'Austrevent. Bienvenue dans la 19e circonscription du Nord. Bienvenue dans cette belle circonscription que j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale depuis 2017 avec ma suppléante Régine Andris et l'ensemble des équipes de la Fédération du Nord. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir, car ce soir nous sommes, je ne devrais pas le dire, mais bien plus de 1000 pour accueillir celle qui va s'exprimer dans quelques instants, pour accueillir Marine Le Pen. Merci à la ville de Bouchain de nous avoir mis à disposition cette grande salle. Je veux remercier son maire, son conseil municipal, un certain nombre d'élus sont d'ailleurs présents, qui en parfait républicain nous permettent de nous exprimer ce soir. J'ai pour ma part des attaches fortes avec cette commune. Mon père y vit, c'est une commune dynamique, c'est une commune pleine de réalisations, de projets. Son maire y a été réélu au premier tour, un peu à l'image de notre ami et camarade Steve Briois, maire d'Hénin-Beaumont. Merci à lui de sa présence. Merci à Ludovic Pajot, maire de Bruay-la-Bussière. Merci à l'ensemble des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux de notre région. Merci à nos collègues députés, les députés européens Aurélia Beigneux et Philippe Olivier. Merci à mes camarades députés du Pas-de-Calais, Myriam Houplin, Emmanuel Bléry et Bruno Bild pour leur présence affectueuse. Vous le savez, Marine Le Pen, elle aime et elle connaît cette région puisqu'elle en est l'élue depuis longtemps maintenant. Elle y effectue d'ailleurs son plus long déplacement de campagne en France métropolitaine puisque demain, elle sera sur la façade maritime du département du Nord. Ce qui unit Marine Le Pen, ce qui unit Marine à notre territoire, c'est bien plus qu'une histoire d'élection, c'est bien plus que la politique. Ce sont nos valeurs du travail, de la solidarité, de l'effort, de la convivialité, de la camaraderie. Ce sont ces valeurs que nous partageons tous. Marine Le Pen, elle va vous parler de la France, elle va vous parler des Français, mais moi, je veux vous parler un peu d'elle. Vous dire peut-être ce qu'elle ne vous dirait pas par pudeur. Ce combat qui l'anime depuis si longtemps, cette passion qu'elle a pour notre pays, mais plus encore pour nous, les Français. Je veux vous dire sa sincérité. Marine Le Pen qui n'a pas de double langage, qui n'a pas de double discours. Vous parlez d'une Marine Le Pen qui, pendant des années, et bien souvent avec vous avec elle, sous les crachats parfois, sous les quolibets, sous les moqueries, sous les insultes, a travaillé à ouvrir les yeux de nos compatriotes sur les difficultés que nous connaissons et subissons ici, et a travaillé à trouver les solutions pour redresser notre pays. Souvent, les journalistes demandent pourquoi est-ce que dans les Hauts-de-France, les gens votent depuis si longtemps pour Marine Le Pen. Nous ne sommes probablement pas plus intelligents que les autres, quoique, je me le demande, mais notre région a été parmi les premières à subir les conséquences des politiques mondialistes menées par ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans. Ici, ils ont détruit le travail, ils ont laissé s'installer le communautarisme, ils ont abandonné des pans entiers de nos villes et de nos campagnes, les laissant s'abîmer. À cela, Marine Le Pen ne se résout pas. Avec ce courage que tout le monde lui reconnaît, elle a choisi de se dresser contre ces logiques du désespoir. Elle a choisi de ne pas abdiquer, de ne pas renoncer. Elle a choisi de démontrer que lorsqu'on vote, on peut faire changer les choses. Ils nous disent que tout est plié. Ils nous disent que les jeux sont faits. Ils veulent que vous restiez chez vous.
Ils savent que si vous allez voter, ils seront battus. Ils savent que si vous allez voter, Macron sera battu. Eh bien moi, je vous le dis, mes amis, c'est ici et maintenant que tout commence, que Marine Le Pen est la seule, unique chance d'inverser ces logiques qui abîment notre pays, qui abîment nos vies. Elle est la seule qui puisse les renverser. Alors les amis, parce que le Nord est probablement le meilleur public de France, avec le Pas-de-Calais, parce que Marine Le Pen est la meilleure des candidates et qu'elle le démontre chaque jour, nous allons l'accueillir comme il se doit. Bien sûr, on pourrait lui chanter les chansons du Nord, on pourrait lui chanter le petit quinquin. Je suis sûr que vous la connaissez. Je pense. Enfin, je l'entends déjà. Vous la connaissez? Alors, je vous en écoute. D'or. Une deuxième fois. Pour Marine Le Pen. Encore une fois. Mesdames, Messieurs, vive la République, vive la France, vive Marine Le Pen! Mon projet politique est de donner à la patrie les moyens de sa grandeur et de donner aux Français les moyens de leur bonheur. Mon projet est de faire entrer la France dans le 3e millénaire, de lui donner tous les atouts pour affronter le monde qui vient. Notre nation a un pacte 2 fois millénaire avec la liberté du monde, mais aussi avec l'idéal d'égalité et l'espérance de fraternité. Notre devise nationale vibrante des victoires des hommes et des femmes sur la fatalité doit être relevée, tel notre drapeau bleu, blanc, rouge, mis à terre par les lâchetés des gouvernements en faillite. Ce serment sacré, ce pacte millénaire, cette devise nationale, voilà le rêve français qui doit nous animer. Voilà le rêve français que nous allons retrouver. Faites confiance à cet idéal. Faites confiance à vos idéaux. Ensemble, nous allons rendre à notre peuple la France qu'il aime. Chers amis, c'est un immense bonheur. C'est un immense bonheur, vous n'imaginez pas, d'être avec vous ce soir. La joie que je ressens à chacune de mes visites sur cette terre du Nord si chère à mon cœur, et vous le savez, est sans pareil. Vous savez, je ne dirai jamais assez ma gratitude à cette région valeureuse et chaleureuse, courageuse et fière,
aux si patriotes et si généreux qui ont tant donné au mouvement national français, à notre combat, à notre idéal. Alors, qu'il me soit permis une nouvelle fois de vous exprimer à tous ma gratitude et mon admiration pour votre engagement sans faille, pour votre abnégation, pour votre mobilisation. Je ne doute pas que demain, une fois encore, le Nord sera au rendez-vous pour être à l'avant-garde du combat face aux périls qui nous guettent. Je n'oublie pas non plus que je suis ici, sur cette terre qui fut et reste le berceau de la puissance industrielle française, mais aussi, il faut le dire aujourd'hui, une terre meurtrie par tant d'abandon et de trahison. Et parce que vous êtes au carrefour de l'Europe, parce que Dunkerque, avec Dunkerque, vous êtes une des portes de l'Europe. Vous savez combien cette Union européenne qui parle en son nom a pu faire du mal aux gens, à l'emploi, à la qualité de vie. C'est ici, face à l'adversité, que les liens de solidarité familiaux, amicaux, sociaux sont les plus puissants. C'est ici que vibre le cœur de cette France qui ne se résigne jamais, se bat et par sa force d'âme surmonte toujours les épreuves des temps difficiles. C'est ici que vit cet esprit si particulier d'amitié, de convivialité, cet esprit de fraternité, un esprit qui fait communier l'ouvrier et l'artisan, la mère isolée et son voisin retraité, les jeunes et les moins jeunes, avec une intensité sans nul autre pareil. Un esprit du Nord qui fait qu'on se sent si bien parmi vous. Et moi, je voulais vous le dire, dans le bouillonnement d'une campagne sans grand répit, je me sens vraiment bien parmi vous. Ici, on ne triche pas. Ici, on ne ment pas. Mieux que quiconque, vous mesurez ici la fausseté des promesses d'une mondialisation qu'on vous présentait, souvenez-vous, comme heureuse et qui a été pour vous si douloureuse. Vous savez les saccages qu'elle a finalement provoqués avec son cortège de délocalisation, de destruction et de désolation sociale. Vous savez combien elle fut et est toujours cause de souffrance, souffrance personnelle et familiale, souffrance de voir fermer des usines pourtant rentables mais sacrifiées au nom d'implacables logiques boursières, souffrance d'un chômage qui devient endémique et fait douter les plus optimistes de l'avenir, souffrance comme Français de cœur devant le déclassement de notre pays. Mieux que quiconque, vous avez perçu le déclin industriel qu'une classe politique incapable a laissé dévaler sur nous avec le bradage de nos plus beaux fleurons nationaux, Alstom, Technip, Lafarge, Arcelor. Emmanuel Macron a laissé mourir Bridgestone, Whirlpool, Maxamtan. Tous ces noms sonnent douloureusement aux oreilles des patriotes que vous êtes. Vous enragez, et c'est normal de voir ces prédations, ces accaparements douteux par des gens qui placent l'argent au-dessus de tout, par des gens qui se fichent des autres, par des gens qui ne pensent qu'à eux. Parce que le monde n'est pas peuplé que de gentils, parce que les temps sont troublés et porteurs de tempêtes, nous croyons qu'il n'y a point de salut que collectif, point de prospérité regagnée que dans le travail, point de bonheur retrouvé que dans le groupe. C'est pourquoi le projet que nous présentons aux Français pour cette élection présidentielle revêt les trois caractères essentiels, originaux et puissants qui en font en réalité un projet à part, un projet équilibré, un projet éminemment français. Notre projet, il est patriote, il est national, il est populaire. Il est le projet du peuple de France.
La patrie, c'est la formule attribuée à Jaurès, le seul bien de ceux qui n'en ont pas. La nation, c'est un acte d'amour. Le peuple, c'est le souverain absolu, celui sans lequel il n'y a pas de légitimité, celui qui décide et qui doit être obéi. Ce triptyque sur lequel repose notre vision pour la France peut se résumer par le fameux cri de ralliement des braves mousquetaires du roi que nous, Français, nous faisons nôtre. Un pour tous, tous pour un. Mieux que quiconque dans cette région de cœur et d'âme, vous savez vous aussi combien, en ces circonstances, sont importants les liens de solidarité qui unissent. Ces liens personnels entre vous, qui font le sel de la vie, ces liens familiaux qui égayent le quotidien et bien sûr le lien collectif qui protège, ici plus qu'ailleurs. Parce que vous chérissez vos familles et aimez votre région, vous êtes attachés à votre pays, cette patrie qui nous unit comme des frères, à cette nation qui vous protège comme ses fils, cette grande famille des Français sans laquelle, mes amis, nous ne serions pas ce que nous sommes. Notre projet s'inscrit justement dans cette fidélité à nos racines, à nos familles, à nos régions et à notre pays. Il procède de l'idée que personne ne s'en sortira seul, que ceux qui s'ingénient à nous désolidariser travaillent en réalité à notre affaiblissement et finalement à notre asservissement. Ensemble, indivisibles, les Français sont invulnérables, ça ne vous étonnera pas. Notre projet, il est d'abord patriote. Patriote, cela signifie que nous entendons mettre tout en œuvre pour cultiver ce lien affectif qui, depuis 15 siècles, unit les Français entre eux, les rassemble autour de la passion de leur terre, de leur histoire, de leur langue, de leurs valeurs et de leur art de vivre. Nous voulons raviver ce sentiment d'amour qui, du nord au sud et d'est en ouest, de métropole et d'outre-mer, les fédère depuis des siècles autour de la plus belle épopée humaine qui soit et qui a pour nom glorieux la France. Mais c'est ce sentiment qui les pousse au sacrifice quand la liberté ou l'intégrité de la patrie est menacée. C'est ce sentiment qui les étreint quand le pays est dans la peine et les porte quand il est dans la joie. C'est ce sentiment qui les anime quand très légitimement ils aspirent à laisser à leurs enfants un avenir plus radieux, un pays plus beau, plus riche et plus apaisant. Mais notre projet n'est pas seulement patriote, il est aussi national. Et c'est parce que nous sommes patriotes que nous sommes des nationaux, c'est-à-dire des amoureux de la France, viscéralement attachés à la nation. C'est parce que nous sommes intensément français que nous voulons le rester. C'est parce que nous aimons intensément la France que nous voulons qu'elle reste la France. Comment d'ailleurs se dire patriote quand, comme certains de nos adversaires, on poursuit pour seul but la diffamation permanente de la France, l'affaiblissement du lien social, voire la dilution de cette nation française? Je suis obligé de vous rappeler une évidence et surtout de la rappeler, car vous le savez, à nos adversaires, on ne détruit pas ce qu'on aime. La nation, je vous l'ai dit, est un acte d'amour. Il est même le plus bel acte d'amour qui soit. C'est un attachement aux siens, qu'il soit de souche ou de branche, un attachement mutuel entre ceux qui partagent le même sentiment d'affection naturelle, de personnes au parcours divers, mais heureux de vivre une même identité historique, linguistique ou culturelle, des personnes comblées de former une communauté de destin. La nation, c'est ce qui rassemble. La nation, c'est ce qui unit. La nation, c'est ce qui, au-delà des différences de chacun, fait de l'autre un frère. C'est ce qui donne envie de construire l'avenir en commun, de porter le regard dans la même direction, d'avancer main dans la main. Et c'est pourquoi, mes amis, la qualité de français suppose, quand on souhaite l'adopter, l'assimilation, c'est-à-dire l'adhésion personnelle, intime à nos valeurs communes,
à nos références historiques, à nos émerveillements culturels, à nos projets collectifs. La nation, cela suppose la continuité des générations, la transmission et la préparation des nouvelles générations à prendre les rênes. C'est pourquoi mon projet sera tourné vers la jeunesse, avec un objectif politique majeur. Il faut que les jeunes puissent vivre sereinement, il faut qu'ils puissent trouver un emploi, il faut qu'ils puissent construire leur vie, il faut qu'ils puissent être heureux. Jeunesse de France, votre bonheur fera le nôtre. Mais pour cela, il faut qu'on puisse vous accorder la possibilité de travailler. Or, aujourd'hui, on est obligé de constater que votre taux d'activité est 10 points de moins que la moyenne de l'OCDE. Eh bien, il faut œuvrer, et œuvrer avec fermeté. Et ça commence par revaloriser la prime des apprentis et des alternants. Pour un apprenti de moins de 18 ans, je propose une augmentation de prime de 230 € de salaire par mois et au-delà de 18 ans, de 330 €. Ceux qui font l'effort de se former pour apprendre un métier doivent évidemment en être récompensés. Et c'est comme ça. C'est comme cela que nous ferons de l'apprentissage et de l'alternance à nouveau la voie royale vers l'activité et que nous rendrons au travail manuel ses lettres de noblesse. Et c'est la même chose pour les étudiants qui travaillent pendant leurs études. Je compléterai leurs revenus et tous pourront bénéficier d'une prime représentant 20% de leur salaire avec un plafond à 200 € mensuels et même pour les boursiers, 30% jusqu'à 300 €. Parce que ceux qui travaillent en parallèle de leurs études, eh bien, ils font preuve de courage et que le courage doit être récompensé. Presque pour les jeunes. Je mettrai en place 3 mesures supplémentaires qui changeront leur vie en leur facilitant leur déplacement et leur installation. Je les exonérerai de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils auront moins de 30 ans. Tous les jeunes de moins de 30 ans seront exonérés d'impôt sur le revenu. Tous les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans, tous les jeunes entrepreneurs, ceux qui montent des entreprises, qui prennent des risques, seront exonérés d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Et puis, j'imposerai la gratuité des transports aux heures creuses, y compris sur les grandes lignes pour les 18-25 ans. Vous pourrez enfin vous déplacer sans être ruinés. Mes amis, nous avons besoin des jeunes, de tous les jeunes, de leur énergie, de leur esprit créatif, de leurs projets et de leurs rêves. Je le rappelle et je le répéterai sans cesse. Notre avenir, c'est eux. Notre avenir jeune, c'est vous. Alors, Monsieur Bayrou nous l'a rappelé récemment, en matière démographique, le choix est simple. Ah, écoutez, ne le huez pas. C'est à peu près le dernier démocrate qui reste dans les camps adverses. Donc. Le choix est simple. Face au vieillissement de la population, il y a 2 solutions. Soit l'immigration, soit la natalité. Pour moi, ce ne sera pas l'immigration. Ce sera donc la natalité, et même la natalité française. Alors, du coup, il faut pousser nos jeunes à faire des enfants. Alors, pour les jeunes couples, j'impulserai un choc de pouvoir d'achat. Les allocations familiales qui sont là pour encourager la natalité seront réservées aux Français. Et ça n'est que justice.
j'attribuerai une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Eh bien, l'air de rien, pour une famille de la classe moyenne avec 2 enfants, cela représente un gain de près de 600 € chaque année. Oh, je sais, 2, c'est pas suffisant. Il en faut 3, mais pour faire le 3e, il faut d'abord faire le 2e. Par ailleurs, je mettrai en place un prêt public à taux zéro pour les jeunes couples, qui sera plafonné à 100 000 € sur 10 ans. Eh bien, le capital restant dû sera transformé en subvention dès la naissance du 3e enfant. Et parce que nous sommes logiques, et qu'à la différence des autres, notre projet procède d'une vision parfaitement cohérente, parfaitement pesée, parfaitement maîtrisée, notre projet sera national, y compris dans son fonctionnement. Les pouvoirs publics, nos coopérations internationales, comme nos relations étrangères, prendront en compte l'impératif de la nation. Nous voulons des institutions qui assurent la primauté de la volonté nationale par une Assemblée nationale vraiment représentative grâce à la proportionnelle, mais aussi, mes amis, grâce au référendum d'initiative citoyenne, pour que plus jamais la parole du peuple ne soit étouffée ou pire, comme en 2005, totalement trahie. Nous voulons un État restauré, qui concourt par son action à la consolidation de la nation et ne joue plus contre elle. Un État qui maîtrise les compétences régaliennes de police, de justice, de défense, de diplomatie pour assurer l'ordre et la sécurité des Français à l'intérieur comme à l'extérieur. Un État stratège qui impulse les dynamiques économiques et sociales, protège de la concurrence déloyale nos industries et notre agriculture, et puis protège également des fraudes pour garantir à nos entrepreneurs la liberté de créer dans un environnement économique et fiscal favorable. Alors, d'un point de vue pratique et immédiat, nous mettrons un terme à 2 des taxes les plus iniques et même les plus destructrices de richesse. D'abord, la contribution foncière des entreprises sera intégralement supprimée pour aider les TPE-PME, les indépendants, les artisans, les commerçants. Mais aussi cette taxe qu'on appelle la C3S qui empêche nos usines de créer des emplois. Et nous en profiterons pour inciter évidemment les industries à aller s'installer dans les endroits où il faut qu'il y ait à nouveau des entreprises et des usines, les endroits qui ont été au fur et à mesure du temps totalement désertifiés par la politique inique du gouvernement. Eh bien, l'air de rien, ce sont 10 milliards d'euros que nous rendrons aux petites et aux moyennes entreprises françaises. Je l'ai dit tout au long de cette campagne, dans mon esprit, c'est tout pour les TPE-PME, parce que ce sont elles qui créent l'emploi dans notre pays. Il faut leur redonner des marges pour investir, pour créer les emplois en question et pour monter en gamme. Moins d'impôts, moins de normes inutiles et davantage de liberté. Voilà ce que nous garantirons à nos entrepreneurs, à nos artisans, nos commerçants et nos indépendants. Est-ce qu'on va continuer longtemps à voir nos campagnes se désertifier? Est-ce qu'on va laisser la main invisible du marché organiser le territoire? C'est fini ce temps-là. On a vu ce que ça a donné. Des mégapoles gigantesques qui aspirent l'intégralité de l'énergie, l'intégralité de l'emploi, l'intégralité de la décision politique, des financements. Je ne veux plus de ça. Je veux un État qui, par une politique volontariste d'aménagement du territoire, rétablisse la justice territoriale pour redonner tout son essor à nos campagnes et nos villes moyennes, injustement vampirisées par les métropoles. Nous voulons un État qui engage également, sans faiblir, la reconquête républicaine des 1514 quartiers placés sous la loi des caïds ou des islamistes. Il faut plus de policiers, 10 000, il faut plus de magistrats, il faut en doubler le nombre.
je le rappelle, je le redis, il y a quasiment autant de magistrats aujourd'hui qu'en 1900, quand nous étions 35 millions, et alors même que l'ensauvagement n'avait pas frappé notre pays. Il faut davantage de places de prison, il en faut 85 000, et la véritable volonté d'appliquer les lois. Nous libérerons, mes amis, les 4 millions d'habitants qui vivent dans ces quartiers sous la dictature de ces gangs, de ces mafias ou de ces forces obscurantistes. Bien sûr que vous vous en rendez compte, la délinquance est aujourd'hui hors contrôle. Et il suffit pour s'en convaincre de lire la presse locale, où on a vu, comme à Maubeuge, que des magasins prennent la décision de fermer purement et simplement, tellement la délinquance fait rage. Nous éradiquerons également le trafic de drogue en zone urbaine comme en zone rurale, où il fait silencieusement des ravages. Dans 2 mois, mes chers amis, on va siffler la fin de la récréation. De la même manière, mes amis, nous arrêterons l'immigration massive et anarchique que nous vivons depuis des décennies. Et je le ferai par l'intermédiaire d'un référendum. C'est vous qui déciderez de reprendre la maîtrise de nos frontières, la maîtrise de qui entre et qui se maintient sur notre territoire, les critères sur lesquels nous devons être exigeants. Nous supprimons l'acquisition automatique de la nationalité française. On ne peut pas devenir français par hasard. Nous supprimerons l'intégralité des pompes aspirantes de l'immigration. Nous partirons d'un principe simple et de bon sens. Si vous venez chez nous, il faut que vous subveniez à vos propres besoins. Parce qu'en l'occurrence, nous ne pouvons plus, nous n'avons plus les moyens de le faire. Et nous devons réserver notre solidarité à nos propres compatriotes. Et puis nous renverrons chez eux ceux qui croient pouvoir venir commettre chez nous des délits et des crimes, alors même qu'ils ont fait l'objet de l'hospitalité des Français. Mes amis, il y a un sujet qui est un sujet également fondamental, parce qu'il touche évidemment à notre avenir, à l'avenir de notre pays, à l'avenir de nos enfants, c'est l'école. Et nous voulons un État qui, par une école du savoir et du mérite, assure à nos enfants l'égalité des chances et à tous un accès à un ascenseur social qui n'est plus, hélas, qu'un souvenir. Et ça passe par la refonte du système, le retour de l'autorité à l'école, et puis par une revalorisation du statut des enseignants. Il faut que cette revalorisation soit de 15% sur le quinquennat, parce que nos enseignants travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles, et il se trouve qu'ils sont quasiment les moins bien payés de tous les pays européens. Alors, faisons-leur confiance. Parce que l'avenir doit être une chance pour chaque petit Français. Nous voulons des communes également qui retrouvent leur liberté de décision et qui ne soient pas sous tutelle au sein des communautés de l'agglomération où la plus grosse ville, on le sait bien, fait la loi. Cette vision nationale que nous développons s'exprime également au travers d'une conception de la coopération européenne qui est la nôtre.
Nous ne voulons plus d'une Union européenne qui s'érige comme une sorte d'empire continental dominant nos pays, régissant, interdisant, sanctionnant. Il ne peut y avoir de coopération européenne que dans le respect des souverainetés de nos nations, le respect de nos façons de vivre, de considération pour toutes ces particularités qui, pays après pays, forgent la belle diversité européenne, cette marqueterie des nations, comme le dit si joliment Robert Redeker. Alors oui à l'Europe des nations. Ce sera le projet d'Alliance européenne des nations que nous mettrons en œuvre dès mon élection. Ma première visite, d'ailleurs, comme présidente de la République française, sera à Bruxelles pour leur expliquer qu'il va falloir que ça change. Beaucoup. Enfin, et c'est l'actualité, cette vision nationale nous interdit, dans nos relations internationales, de menotter nos pays dans des alliances qui contrediraient notre indépendance de jugement et d'action, et donc notre capacité d'action diplomatique. Et il faut reconnaître que la crise ukrainienne a mis en lumière les insuffisances d'Emmanuel Macron. Sur le fond, il a fait le choix de l'alignement européen et atlantiste et a, par cette posture, sans intérêt diplomatique, écarté la France d'un rôle de médiateur qui aurait pu être utile et peut-être déterminant. Enfin, notre projet est populaire. Populaire en ce qu'il s'oppose à l'oligarchie, dont Emmanuel Macron est le meilleur VRP, ça ne vous a pas échappé. Une oligarchie qui débat entre elles, décide entre elles, administre pour elles, mais sans vous, et même, parfois, trop souvent, contre vous. Populaire parce qu'il rejette le mépris de classe qui s'est exprimé depuis 5 ans en écrasant par une violence d'État le cri de souffrance des Gilets jaunes. Ce mépris pour le peuple de France s'est aussi manifesté en multipliant les petites phrases détestables contre ceux qui ne seraient rien, ceux qui sont non essentiels ou encore les derniers de cordée. Il continue d'ailleurs de s'afficher ce mépris en se dérobant aujourd'hui à son obligation de rendre compte devant le pays de son mandat calamiteux, comme s'il n'avait de compte à rendre à personne. Moi, mes amis, j'entends être la présidente de tous les Français de toutes conditions et de tout milieu, des Français aisés, des Français de classe moyenne ou populaire, mais aussi des plus fragilisés, des plus insécurisés, des plus précarisés de nos concitoyens. Je n'oublierai pas ceux qui ont besoin d'être soutenus, accompagnés sur le chemin de la stabilité professionnelle et sociale. Je partage l'absolue conviction qu'il ne peut y avoir de vision nationale complète si on laisse sur le bord de la route une partie de la nation. C'est pourquoi je revaloriserai les petites retraites et le minimum vieillesse à 1 000 € minimum, que j'arrêterai l'érosion des pensions par une réindexation sur l'inflation. Chaque année, le fait que les pensions ne soient pas indexées sur l'inflation fait qu'elles s'érodent petit à petit, alors même que beaucoup de nos compatriotes ont déjà des retraites de misère. Je rehausserai les revenus de nos agriculteurs qui sont en l'état indigne par un arbitrage d'État dans les négociations qui sont évidemment déséquilibrées avec la grande distribution et en les associant à cette politique localiste que je mettrai en place. Pour les familles, une pleine part fiscale sera instaurée dès le 2e enfant. Je vous l'ai dit, qui permettra à un ménage moyen jusqu'à 550 000 € de gains annuels. Et pour les salariés pour lesquels il manque, avouons-le, 200 € sur la feuille de paye. J'inciterai les entreprises à une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC en les dispensant de l'augmentation corrélative des charges patronales. Nous doublerons également l'allocation de soutien familial aux familles monoparentales pour la porter à 230 € par enfant et décréterons sans attendre la déconjugalisation de l'allocation handicapée. Moi, je veux que les personnes porteuses de handicap retrouvent une autonomie financière dont elles ont besoin pour vivre librement. Conjugaliser l'allocation handicapée
c'est ajouter une dépendance à une dépendance. Et puis, il y a une mesure qu'il me tient particulièrement à cœur de rétablir. C'est la demi-part fiscale pour les veufs et veuves qui a été honteusement supprimée par François Hollande. Vous voyez, depuis des mois, je vous le dis, la priorité, l'urgence sociale, c'est le pouvoir d'achat. Et ce que je souhaite, c'est baisser vos dépenses contraintes. Je rendrai en moyenne 150 à 200 € par mois et par ménage. Et j'accompagnerai ces gains nouveaux par une politique d'arrêt des ponctions injustes, fiscales bien sûr, mais pas seulement. J'agirai sur les dépenses contraintes, c'est-à-dire sur le reste à vivre et parfois, disons-le, le reste à survivre. Le reste qui fait la qualité de vie de chaque Français. Je veux rendre aux Français leur argent ou empêcher qu'on leur en prenne abusivement, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, mes amis, contrairement à ce qu'on vous a dit pendant des années, en faisant des économies sur les fraudes, en faisant des économies sur l'immigration, nous avons les moyens de baisser les péages d'autoroute grâce à leur renationalisation, les moyens de faire disparaître la redevance télé par la privatisation de l'audiovisuel public, la réglementation drastique des frais, des agios et des facturations des services bancaires, la préférence nationale aussi, que je veux voir mettre en œuvre en matière de logement et qui diminuera pour les Français modestes le poids évidemment du logement dans le budget, poids qui est de plus en plus lourd. Et surtout parce que c'est le plus urgent, la baisse du prix de l'énergie, que je considère comme un produit de première nécessité. L'énergie, c'est le sang dans les veines du pays. C'est indispensable à une vie digne et sereine. Alors je baisserai la TVA de 20% à 5,5%. Sur le fioul, sur le gaz, sur l'électricité, sur le carburant. C'est 12 milliards que je vous rendrai. Aujourd'hui, mes chers amis, la hausse du carburant est elle aussi hors contrôle. Il faut agir sans attendre. Est-ce que nos gouvernants se rendent compte que nos compatriotes ne peuvent pas vivre plus de quelques jours avec un plein équivalent à environ 10% du SMIC? Vous avez remarqué comme moi d'ailleurs que dans certaines stations, le gazole a pris 70 centimes en 2 ou 3 jours. Je suis désolé de vous dire que cette hausse est tout de même particulièrement suspecte. Et elle fait plus penser à l'action de profiteurs de guerre qu'au jeu du marché. Je demande donc au gouvernement de lancer une enquête auprès de la direction de la concurrence pour faire la lumière sur ces hausses brutales. Vous savez, pour les entreprises de transport routier, par exemple, qui sont menacées aujourd'hui, au moment où je vous parle de disparition, comme pour les familles, notamment en zone rurale, le silence du gouvernement est incompréhensible. D'autant que se profile à l'horizon un danger majeur, nouveau encore, qui va se rajouter à cette situation et qui est l'inflation. L'inflation sur les prix de l'alimentation, mais pas seulement, hélas. Alors peut-être faudra-t-il également réfléchir à une mesure d'urgence pour supprimer la TVA sur un panier d'une centaine de produits qui sont essentiels à la survie et à la vie digne de nos compatriotes.
nous dit, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, c'est la guerre. Pardon, mais la guerre a quand même bon dos. Parce que moi, en ce qui me concerne, ça fait 7 mois que j'ai réclamé la baisse de la TVA sur l'énergie. Parce que déjà, les prix avaient augmenté dans des proportions qui étaient spectaculaires. Déjà, le prix de l'essence et du gazole était bien supérieur à ce qu'il était quand a été déclenchée la révolte des Gilets jaunes. Alors, il n'est peut-être pas responsable de la guerre, bien sûr, mais en tout cas, il y a une chose dont il est responsable. C'est l'augmentation des prix de l'essence et de la TICPE qu'il a augmenté par 2 fois. Il a augmenté quand il était ministre de l'économie et il les a augmentés quand il était président. Décidément, c'est une idée fixe. Et c'est pourquoi je demande aujourd'hui l'annulation immédiate des augmentations Macron sur le carburant qu'il a imposées comme ministre et comme président. Eh bien, mes chers amis, ces 2 mesures additionnées permettent de faire redescendre le prix du litre de 30 à 50 centimes. Voilà qui va permettre un peu à nos compatriotes de souffler. Macron n'a pas créé la crise, il l'a aggravée par ses choix punitifs. Le litre à 2,20 € ou 2,50 € doit réveiller tous ceux qui voient que les décisions politiques impactent leur niveau de vie, leur qualité de vie et leur vie même. Je les appelle à une riposte électorale par les urnes les 10 et 24 avril prochains. Avec sa gestion du Covid, Emmanuel Macron nous a confinés ou limités dans nos activités ou déplacements, avec une incroyable brutalité et bien souvent sans aucune justification pendant 2 ans. Aujourd'hui, il est hors de question qu'il continue de le faire en nous empêchant de nous déplacer, de travailler, de vivre tout simplement. Permettez-moi, à ce stade, d'exprimer mon soutien. Je crois qu'on ne le fait pas assez souvent. Au personnel soignant, aux pompiers, aux militaires qui, juste parce qu'ils refusaient de se vacciner, ont été suspendus sans salaire. Et puis, mes amis, il y a la retraite. Et j'assume comme un choix de société un dispositif légal où l'on peut profiter en bonne santé d'une vie de repos après une existence de labeur. Mon système financé et équilibré prendra en compte les carrières précoces, la pénibilité avec un départ à 60 ans pour 40 annuités pour les personnes qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Pour les autres, un système progressif, parfaitement pensé, leur permettra de bénéficier d'une retraite pleine sans jamais excéder 62 ans et 42 annuités. Moi, quand j'entends mes adversaires directs faire assaut de violence sociale, allant jusqu'à annoncer, comme l'a fait hier Emmanuel Macron, une retraite à 65 ans, alors que l'espérance de vie en bonne santé ne dépasse pas cet âge, et que déjà aujourd'hui, quasiment la moitié des salariés qui prennent leur retraite vers 62 ans sont au chômage. Je me dis que pour eux, votre existence et a fortiori votre bonheur compte peu. Enfin, j'entends restaurer tout notre système de santé, qu'il s'agisse de l'hôpital sinistré par des logiques comptables inappropriées, des remboursements de plus en plus souvent aléatoires, comme de la qualité d'accueil ou du prix des EHPAD. Durant toute sa vie, aucun Français ne doit être privé de soins ou renoncer à se soigner pour des raisons d'argent. Et pourtant, au moment où je vous parle, 1/3 des Français renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, oui, cela passe par des moyens supplémentaires, mais aussi par une meilleure rémunération des soignants et une meilleure reconnaissance des aidants. Vous l'avez compris, mes amis, mon projet vise au bonheur des Français, à leur protection tout au long de leur vie
et par cela à leur adhésion au pacte national. Notre message est un appel à l'unité des Français, à la fraternité des Français, à la liberté des Français. Et c'est parce que nous portons ce message, cette grande et belle ambition pour notre pays, que nous refusons d'être enfermés dans un clivage droite-gauche qui, de surcroît, nous paraît complètement dépassé à l'heure où la gauche est rongée par l'indigénisme et la droite par le macronisme. Nous ne voulons pas faire l'union de la droite, mais l'union des Français. Nous ne voulons pas sauver la droite ni ressusciter la gauche, mais sauver la France. Alors, il y en a dans cette compétition deux types de projets et de candidats. Il y a ceux qui croient en la France et il y a ceux qui n'y croient pas, ou qui n'y croient plus. Et nous vivons un paradoxe. Emmanuel Macron veut être président d'un pays qu'il veut déconstruire, vraisemblablement pour le voir disparaître dans le magma européiste. Et si certains avaient encore des doutes, le remplacement à nouveau du drapeau français par le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe devrait quand même finir par les convaincre. Moi, je crois en la France. Et mon projet en témoigne. Il postule l'unité des Français et sera mis en œuvre par un gouvernement d'union nationale. Ce projet fédérateur dont je voudrais qu'il soit celui du pays, il nous reste un mois, moins un jour pour le faire. Je vous appelle dans cette dernière ligne droite à la grande mobilisation militante. C'est pourquoi je m'adresse à vous Français dans cette salle, et au-delà de ces murs qui vibrent de votre enthousiasme, à tous les Français. Je m'adresse à vous parce que le contrat qui lie le président de la France avec le pays est un lien direct avec le peuple, un lien avec chacun d'entre vous, un lien d'espérance et de confiance. Cette confiance et cette espérance, soyez-en sûrs, je ne la desservirai pas, je ne la trahirai pas, vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez quelles sont mes idées? Je ne les ai jamais cachées. Vous savez comment je me suis construite à travers les épreuves de la vie, celles du combat politique, et puis les autres, celles de la jeunesse, et même, certains le savent, celles de l'enfance. Vous savez que je ne dissimule pas, que je ne mens pas, que je ne triche pas. Mes valeurs, ce sont les vôtres. Celles qui, je crois, font les gens bien. La franchise, la droiture, le courage, la loyauté. Ma détermination, comme je le sais la vôtre, est à la hauteur de l'amour que vous et moi portons à notre pays. Et nous avons en commun la solidité de notre caractère, notre pugnacité, notre ténacité, tout ce qui fait que nous allons au bout des choses, qu'on ne lâche jamais, qu'on donne tout. On va tout donner. Et nous allons le faire par piété pour nos aïeux, par nécessité pour nos familles, par respect pour nos enfants. La force de l'indépendance dont notre pays a besoin pour retrouver la grandeur, cet esprit, cette force sereine, nous l'avons en nous. C'est pourquoi je conjure nos compatriotes de ne pas attendre cette élection, mais de la faire, de ne pas s'abstenir par paresse ou résignation, par énervement légitime ou par un mouvement d'humeur. Vous savez, cette envie de tout envoyer balader quand il faudrait transformer une saine colère en un mouvement positif pour changer la vie. Ne pas croire, s'il vous plaît, jamais, ceux qui vous serinent, là on entend cette petite musique dans les derniers jours, que ce serait perdu.
qu'Emmanuel Macron va être réélu. C'est limite si on se demande s'il ne faudrait pas annuler l'élection et considérer qu'il s'agit là uniquement d'un acte administratif. Ben oui, parce que vous comprenez, c'est la guerre. Donc Emmanuel Macron, par définition, devrait être immédiatement et automatiquement réélu. Mais à quoi ça sert tout ça? Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec cette petite musique, mes chers amis? Ben, il cherche tout simplement à vous démobiliser. Il cherche à vous démoraliser. Il cherche à vous faire renoncer. Il cherche, en réalité, à débrancher le peuple de France. Nous ne les laisserons pas faire. Je dis à ceux qui désespèrent ces paroles belles et puissantes de la Boétie, ceux qui vous oppressent ne vous paraissent grands que parce que vous êtes à genoux. Levez-vous, levez-vous pour dire que ça suffit. Levez-vous pour garantir aux vôtres une vie de lumière et d'espoir. Levez-vous pour affirmer que la France reste la France. Levez-vous pour le respect de tous. Levez-vous pour la liberté de tous, pour la dignité de tous. Cette victoire des idées nationales dont la France a tant besoin, ce grand changement que les Français de cœur attendent, cette révolution démocratique, pacifique, qui cette fois ne doit pas échapper aux patriotes, je vous le dis, cette fois sera la bonne. Cette fois sera la bonne, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, d'autre ambition, d'autre option pour nous, Français de passion, que la victoire. Ce pourquoi nous avons lutté va arriver. Ce pourquoi nous avons tant espéré va arriver. Et, mes chers amis, pour tous les enfants de la patrie, ce sera, n'en doutez pas, un jour de gloire. Vive la nation, vive la République, vive la France. Allons.